Mais que vois-je? Serait-ce l'oracle des pays? Oui, je suis l'oracle des pays. Je suis le royaume de Macédoine, je ne suis qu'un petit royaume au nord de la Grèce. Personne ne me prend au sérieux. Petit royaume de Macédoine, tu n'es qu'un tout petit pays, mais un jour, tu créeras une coalition autour de toutes les cités grecques. Incroyable. Mais pas que. Après avoir fait cette coalition, tu iras combattre l'Empire perse et tu prendras son territoire devenant un grand empire. Incroyable. Puis plus tard, la Grèce récupérera un immense territoire autour de la Méditerranée avec une capitale sur le Bosphore. Mais c'est génial. Puis encore plus tard, tu deviendras un pays tout rikiki, il y aura même un pays voisin qui aura plagié ton nom avec qui tu te disputeras. Ah. Hey toi, pourquoi tu t'appelles Macédoine? T'as pas honte? C'est le nom de mon ancêtre, l'Empire de Macédoine. Ouais ben je m'appelle comme je veux, et puis pourquoi je pourrais pas être le descendant de la Macédoine? Ben tu parles un dialecte bulgare, c'est quoi le rapport? Oh, j'en ai fait des guerres, hein, moi, la Grèce. Et maintenant, pour me remémorer ce passé, je joue à Raid Shadow Legends. C'est un jeu gratuit disponible aussi bien sur téléphone que sur ordinateur. Bon, moi je suis pas la Grèce antique, hein, je suis la Grèce moderne et donc j'y joue sur téléphone. Alors j'ai choisi comme personnage Elaine, qui était un des champions proposés et jouables. T'as compris pourquoi j'ai pris Elaine? Hélène, comme la Grèce là, hellénique. Hélène c'est un personnage qui dispose d'un arc et qui peut faire des attaques à distance, ce qui est pratique car elle peut attaquer plusieurs ennemis à chaque tour. Après j'ai choisi d'autres champions pour me créer une équipe et combattre d'autres équipes dans des donjons. Les donjons sont mis à jour chaque mois avec de nouvelles missions et de nouveaux champions à utiliser. C'est donc un jeu qui évolue. Contrairement à l'expansion de mon territoire actuellement, j'ai toujours pas réussi à récupérer Chypre. Comme vous pouvez le voir, on peut changer l'équipement de nos personnages et en faire de terribles guerriers dignes de Sparte. J'ai même choisi un nouveau champion beaucoup plus puissant ensuite, Lysandra. Elle est très rapide et permet d'augmenter le nombre de coups par tour à l'équipe. Il y a donc une vraie stratégie de groupe. Eh bien vous entendez quoi pour y jouer? Utilisez les liens en description et en commentaire pour que vous puissiez invoquer des champions différents d'une partie classique dès que vous entrez dans le jeu. Bonne chance et on se voit là-bas. Félicitations, la Grèce a gagné le dernier sondage, de très peu face à la Pologne. Pour le prochain sondage, je vous invite à aller voter sur Twitter. Le lien du sondage est dans la description, et en commentaire, il suffit de cliquer là, et vous pouvez voter. Attention, dans le sondage, j'ai mis 3 fois la France, et 1 fois la Pologne. Les voix pour la France ne se cumulent pas, il faut qu'au moins un des 3 votes de la France soit plus élevé que la Pologne, pour qu'elle puisse gagner. Je fais ce choix pour éviter que la France ne gagne trop facilement, du coup, à vous de jouer. Et abonnez-vous au compte Twitter, bien sûr. L'histoire de la Grèce est surtout l'histoire d'une civilisation parfois composée de plusieurs pays indépendants, parfois d'un seul et actuellement de 2. On peut subdiviser son histoire en 4 grandes parties. L'histoire antique, l'histoire médiévale avec l'Empire byzantin, l'histoire ottomane, l'histoire moderne avec la fondation du premier État grec indépendant actuel. Et ces parties peuvent être à leur tour subdivisées. Pré-antiquité. La civilisation grecque est le résultat de l'évolution de précédentes civilisations qui se sont développées entre 3000 et 1500 avant Jésus-Christ. J'arrondis beaucoup, hein. Les civilisations étaient les suivantes. La civilisation helladique, sur le continent, bonjour. La civilisation des Cyclades, dans l'archipel des Cyclades, bonjour. Et la civilisation minoenne en Crète, bonjour. La civilisation helladique évolue dans le sud pour devenir la civilisation mycénienne, qui disparaîtra à son tour. Au revoir. Les 2 autres civilisations disparaissent aussi. Au revoir. Au revoir. Ces civilisations disposent d'alphabets dont les plus connus sont le linéaire A et le linéaire B, c'est des surnoms qu'on leur donne. Antiquité. On entre dans l'Antiquité qu'on va subdiviser en plusieurs sous-parties, les siècles obscurs. C'est la première partie de l'Antiquité. La civilisation mycénienne disparaît vers 1200 environ, on n'est pas très sûr de la date, et surtout on ne sait pas vraiment pourquoi. Les siècles obscurs sont une période assez méconnue, même leur alphabet disparaît. Il y aura donc une sorte de retour en arrière. Vers 1000 avant Jésus-Christ commence la période proto-géométrique. Les populations dont la civilisation a disparu commencent à recréer petit à petit une nouvelle civilisation, et on le sait grâce aux poteries. Vers 900 commence l'époque géométrique, on le voit grâce aux poteries qui prennent de plus en plus de formes géométriques, ce qui annoncera la culture grecque, époque archaïque. On fait commencer cette époque vers l'an 800 avant Jésus-Christ. La Grèce se développe devenant la civilisation grecque, les petits villages commencent à devenir des cités, elles se militarisent. L'alphabet grec est arrivé vers 800 en prenant l'exemple sur l'alphabet phénicien. Les Grecs ont donc un tout nouvel alphabet, qui n'a aucun lien avec l'alphabet qu'utilisaient leurs ancêtres les Mycéniens. L'Iliade est écrit vers 800 ou vers 750, c'est le plus ancien texte de la littérature grecque, et par la même occasion de la littérature occidentale.
Durant cette période commence la colonisation. On a faim, on en a marre d'être coincé ici car il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde. Des cités grecques commencent à être fondées un peu n'importe où dans la mer Méditerranée, mais surtout en Italie du Sud, le but étant de créer des colonies agricoles. C'est à cette même époque qu'auraient commencé les Jeux Olympiques, qui serviront plus tard de repères historiques pour les Grecs. Ensuite, je vais survoler plusieurs siècles, les années 700, 600 jusqu'en l'an 500 avant Jésus-Christ. En gros, les cités vont continuer à se développer et parfois se faire des guerres entre elles. Je pense que les 3 plus grandes cités vers l'an 500 sont Sparte, Thèbes et Athènes. Concentrons-nous sur Athènes. Athènes est une cité parmi d'autres. Anciennement une monarchie avec un roi au pouvoir, comme la plupart des cités, elle évolue pour avoir un système électif dans lequel un archonte éponyme prend le pouvoir pour une durée d'1 an. Ce système va durer pendant un siècle. Certains de ces archontes sont célèbres pour avoir fait des réformes. Il y a d'abord Dracon, en 620, qui va mettre en place les lois écrites, qu'on appelle les lois draconiennes. Avant lui, les lois étaient orales et pouvaient être interprétées différemment. Voilà, avec mes lois, normalement tout est écrit noir sur blanc. Et vous avez intérêt à les respecter. D'ailleurs, est-ce que vous avez mis un pouce bleu à la vidéo ? Est-ce que vous êtes abonné à la chaîne ? Comment ça, vous êtes en train de regarder cette vidéo sans être abonné ? Mais c'est scandaleux. Ensuite, il y a Solon en 593 qui met en place les lois de Solon pour créer une sorte de justice et droit commun. C'est l'ancêtre de la démocratie athénienne. Oh oui, être méchant c'est pas bien, et être gentil c'est bien. Et si vous voulez être gentil, abonnez-vous comme disait Dracon. Puis en 561 arrive Pisistrate, qui prend le pouvoir et devient tyran, c'est-à-dire celui qui a le pouvoir absolu, mais maintiendra des lois en place. Je suis dictateur, certes, mais je respecte les lois. À sa mort en 523, ses 2 fils prennent le pouvoir et deviennent tyrans à leur tour. L'aîné, Hippias, fait tuer le cadet et prend les pleins pouvoirs. Il en abusera et est à l'origine de l'aspect négatif du tyran. Alors moi, pour le coup, je suis dictateur, mais je fais ce que je veux. C'est Sparte qui mène un coup d'état à Athènes en 510 pour renverser Hippias, contraint à l'exil. À partir de 508 sont mises en place les réformes clisténiennes, ce qui permet l'égalité de tout le monde devant la loi. C'est un peu le début de la démocratie à Athènes. Et il n'y a pas une date fixe, Athènes va se démocratiser petit à petit. Du coup, nous sommes à la fin de l'époque archaïque, les cités grecques sont nombreuses, mais elles n'ont pas encore le sentiment de faire partie de la même civilisation. Époque classique. Des cités grecques se sont installées dans l'ouest de l'Anatolie, c'est l'Ionie. Cette région est conquise par l'Empire perse, et les cités grecques sous domination vont finir par protester. On en a marre d'être occupés par la Perse, on veut notre autonomie. C'est la révolte de l'Ionie, qui commence en moins 499, et on peut dire qu'elle marque le début d'un sentiment national. La Perse arrive à mater la révolte, Athènes et Érétrie, qui avaient aidé la révolte, sont dans le viseur de la Perse. Bon, j'ai réussi à arrêter les Grecs en Ionie. C'était assez perturbant. Par contre, c'est vrai qu'Athènes et Érétrie les ont aidés, peut-être que je pourrais les punir, ouais. Je vais envahir la Grèce, on va voir ce que ça donne. La Perse envahit la Grèce, c'est le début des guerres médiques. Sparte décide de soutenir Athènes, t'inquiète frère, contre l'ennemi étranger on doit s'unir. Mais Thèbes, elle, préfère s'allier à la Perse. Oui bon voilà, restons tranquilles avec nos voisins, c'est mieux pour nous. La Perse tente l'invasion de la Grèce en moins 490, c'est la bataille de Marathon, Athènes gagne, mince. Comment j'ai fait pour perdre ? Du coup la Perse retente d'envahir la Grèce en moins 485, en arrivant la Perse doit combattre les Spartiates, dans la bataille des Thermopyles en moins 480. C'est durant cette bataille que 300 Spartiates ont décidé de se sacrifier au combat pour retarder l'avancée des Perses. Les Perses ont gagné la bataille, mais ont été retardés. Ils perdent ensuite durant la bataille de Salamine, gagnée par Sparte et Athènes la même année. La Perse perd les guerres médiques et le monde grec se retrouve changé à jamais. Désormais, les cités grecques se sentent comme étant une seule civilisation. On peut dire qu'on commence à être dans l'époque classique. Athènes et Sparte sont devenus célèbres dans le monde grec pour avoir vaincu les Perses. Ce sont les plus puissantes cités. Sparte avait déjà un réseau d'alliances qu'on appelle aujourd'hui la Ligue du Péloponnèse. Athènes va imiter le même modèle spartiate en créant son propre réseau juste après la guerre. C'est la Ligue de Délos. Le but de cette ligue est de protéger les cités grecques d'une attaque perse. Ouais, c'est super les cités. Allez, on se met tous ensemble dans cette ligue. Et on sera plus fort si la Perse nous attaque. Évidemment, Sparte sera un peu jalouse de cette hégémonie athénienne sur la mer. Gna, je suis Athènes, venez vous allier avec moi, gna. Ah, mais nerfs, en plus, c'est moi qui ai tout fait contre la Perse. Pour Athènes, on entre dans son âge d'or, qui va des années moins 480 jusqu'aux années moins 430. C'est durant cette époque qu'on construit le Parthénon par exemple. C'est le symbole de la Grèce classique. C'est entre les années 50 et 30 que Périclès devient une des personnalités politiques les plus influentes. Il est en quelque sorte le numéro 1 de la démocratie athénienne, on parle même de siècle de Périclès. Mais cet âge d'or a une fin. En 430 commence la peste d'Athènes, 50 ans après la fin des guerres médiques. C'est pourquoi l'âge d'or est appelé la Panthéconta ici, ce qui veut dire la période de 50 ans. En réalité, cette période a déjà connu une guerre, la première guerre du Péloponnèse, entre 460 et 445, entre Sparte et Athènes. La source du conflit était la ville de Mégare,
historiquement sous influence spartiate, et qui était en train d'être sous influence athénienne. Et pourquoi tu me piques Mégare? Mégare redevient sous influence spartiate après un arrangement, mais la rivalité entre Sparte et Athènes est toujours plus grande. Et malgré la paix de 30 ans qui a été signée, la guerre va reprendre dès 431, c'est la guerre du Péloponnèse. Il y a plusieurs conflits au sein de cette guerre. D'abord la guerre d'Archidamos, qui dure 10 ans et qui finalement ne change rien, si ce n'est d'avoir affaibli les deux grandes cités. Il signe la paix de Nicias en 421. Périclès mourant de la peste en 429, sa mort pose problème et n'arrange rien. Ensuite commence la guerre indirecte. Argos crée une ligue en quittant celle de Sparte. Donc Sparte n'est pas contente. Non mais oh, j'ai fait un traité de paix avec Athènes, c'est pas pour que tu quittes ma ligue. Corinthe est intéressée et veut intégrer la ligue d'Argos. Sparte est encore moins contente. Non mais vous allez pas toutes quitter ma ligue. Sparte entre en guerre contre Argos et Athènes laisse faire. Je fais la paix avec Sparte, mais je suis bien content qu'il y ait cette petite guerre. Athènes profite aussi de l'occasion pour rattraper l'île de Milos, et ensuite, toujours plus gombande, pour prendre la Sicile qui est sous influence de Corinthe. Mais Athènes se prend une grosse défaite dans la Grande Grèce. Athènes est en gros échec. Sa ligue n'a plus d'influence et les cités la quittent. Dès 413 commence la troisième phase de la guerre. Athènes et Sparte se combattent l'une contre l'autre. En moins 411, la démocratie tombe et Athènes devient une oligarchie. La Perse voulant une défaite d'Athènes se décide à financer Sparte. Finalement, Sparte gagne une bonne fois pour toutes, c'en est fini définitivement pour l'âge d'or d'Athènes. Oh non, c'est trop triste. Sparte est tout de même très affaiblie, mais elle devient la principale cité grecque. Elle a tout intérêt à maintenir Athènes stable, car elle pourrait toujours faire un contrepoids en cas d'hégémonie d'une autre cité. Haha, et oui, j'ai tout calculé. En laissant les cités grecques encore intactes, elles pourront se surveiller entre elles et éviter de s'émanciper. Hélas pour Sparte, en moins 395, les principales cités grecques font une alliance pour combattre Sparte. Athènes, Corinthe, Argos et Thèbes. Quoi? Les plus grandes cités toutes contre moi? Et je les finance aussi, donc bon courage. La guerre s'annonce plutôt bien pour les alliés contre Sparte. Par contre, si vous faites tomber Sparte, j'arrête de vous financer. La Perse n'a pas intérêt à ce qu'il y ait un véritable vainqueur dans le monde grec. Son objectif est de les maintenir en rivalité. Dans les années 380, la guerre se termine et c'est le début de la philosophie grecque avec Platon, ancien disciple de Socrate. Athènes continue sa période culturelle, par contre Sparte reste la principale cité guerrière, et elle fera tout pour que l'aspect culturel d'Athènes ne prenne trop d'influence. La démocratie est interdite, et Sparte veillera à ce que les cités aient un système qui lui ressemble. Et c'est Thèbes qui va finir par se rebeller dans les années 370. Sparte intervient, c'est la bataille de Leuctre, et Sparte se prend une grosse défaite. Sparte n'arrivera plus à s'en relever, et ensuite les cités grecques, trop affaiblies, vont laisser place à un nouvel état émergent. C'est la Macédoine de Philippe II, un petit état au nord. Et oui, je vous ai vu tous vous battre. Bon, à moi la fortune. La Macédoine récupère de nombreux territoires et impose des alliances autour d'elle, à tel point qu'on peut dire que la Grèce est unifiée. Philippe II meurt, son fils prend la relève. Ah bah c'est bon, on peut redevenir des cités indépendantes. Le fils en question, Alexandre III, est pas content. Alors il fait faire la guerre aux cités grecques et en profite pour faire raser Thèbes en punition. Voilà, vous m'énervez, vous savez comment vous allez devenir. Calme-toi. Bon, maintenant on va annexer la Perse. Non mais n'importe quoi. Alexandre le Grand annexe la Perse. Ah, ok. Tu peux pas parler, tu as disparu de la carte, c'est grec maintenant. La Macédoine devient un grand empire. Jamais la Grèce n'avait été un si gros pays. Puis Alexandre le Grand meurt. Ah, je meurs. Et vu qu'il n'y a pas de successeur, ah si, j'ai un successeur, mon fils va bientôt naître. Attendez qu'il grandisse et après il prendra le pouvoir et notre empire sera toujours aussi grand. Vive la Grèce! Bon maintenant je meurs. Les généraux d'Alexandre se font la guerre pour se partager le territoire. C'est les guerres des Diadoques. Les guerres des Diadoques se terminent en moins 281, soit au bout de 40 ans lorsque tous les généraux d'Alexandre sont morts, c'est-à-dire les Diadoques. Chouette, enfin la paix. Ah non, c'est pas la paix, les guerres continuent, mais c'est juste que les Diadoques sont morts. Et du coup, on n'appelle plus ça la guerre des Diadoques. Mais les Diadoques avaient eux-mêmes des successeurs qui se font la guerre entre eux. Mais voilà, dans les années 280, les cités grecques en Grande Grèce sont menacées. Par qui? Par Rome, petite ville qui est en train de conquérir toute la péninsule italienne. Pyrrhus, roi de Macédoine, est envoyé pour protéger les cités grecques. Pyrrhus va être célèbre pour avoir fait ce qu'on appelle des victoires à la Pyrrhus. Oh, ça a l'air bien ça, une victoire à mon nom. C'est une victoire où il y a beaucoup de pertes, comme par exemple la bataille d'Héraclée. Pyrrhus gagne, mais il a perdu énormément de soldats. Du coup, il peut même plus vraiment avancer. En moins 275, il perd définitivement la bataille de Beneventum. Rome peut annexer le sud de l'Italie. Ah bah c'est nul alors. Rome, toujours plus puissante, continue son expansion en allant d'abord prendre la Sicile en moins 241, qui était sous domination carthaginoise et grecque lors de la première guerre punique. Entre-temps, les royaumes gréco-bactriens voient le jour. Il y a donc des royaumes grecs aux confins de l'Inde. Ils ne vont pas durer longtemps, mais c'est toujours intéressant d'en parler. Merci, c'est gentil de parler de nous. Rome va vers l'Illyrie en moins 229 pour l'annexer.
En moins 214, elle lance une campagne contre la Macédoine, mais la Macédoine gagne. Ouf, on l'a échappé belle. En moins 200, Rome relance une offensive et gagne cette fois. La Macédoine devient un état satellite de Rome. Ouf, c'est déjà ça. En moins 172, a lieu une troisième guerre et Rome annexe la Macédoine, qui n'est plus un état indépendant, mais un royaume au sein de Rome. Ah mince, mais au moins on garde notre royauté, et ça c'est le plus important. Puis en moins 150, il y a une quatrième guerre et Rome fait de la Macédoine une simple province. Oh non, là c'est nul. En moins 146, on considère qu'on entre dans une nouvelle époque, la Grèce romaine. Les Grecs considéraient que les non-Grecs étaient des barbares. Les Romains considéraient les non-Romains comme des barbares, sauf les Grecs, pour qui ils avaient trop d'admiration. J'adore la culture grecque, je suis fan. J'ai fait le grec LV1 et j'ai vraiment envie de faire pareil que vous. Rome aura donc du mal à imposer son influence culturelle dans l'est de son empire, où on trouve tous les territoires qui appartenaient à l'empire macédonien. La Grèce gardera tellement son influence que tout l'Est finira par devenir de plus en plus autonome. On passe après Jésus-Christ, les années passent, je vais survoler la période romaine car la Grèce n'est que occupée. Constantin Ier se proclame empereur de Rome en 306. Il autorise le christianisme, oui allez-y, devenez chrétiens les gens si vous voulez. Ses trois fils se divisent l'empire, dont Constance II, qui prend la partie orientale, qui est plutôt grecque. Constantinople est fondée pour devenir la capitale de cette région. La partie occidentale finira par tomber, mais celle orientale restera en place, devenant un état véritablement indépendant. On surnomme aujourd'hui cet empire l'Empire byzantin. Ah, et bien me revoilà un état indépendant. Sous Justinien, l'Empire byzantin tente de reprendre les territoires de l'Ouest qui étaient romains. L'Empire byzantin va devoir surveiller son Orient. Plusieurs guerres ont eu lieu contre la Perse, qui veut reprendre l'Anatolie. La Perse devient toujours plus menaçante. En 610, Héraclius devient empereur romain d'Orient à Constantinople. Et ça marque un tournant, car à partir de son règne, l'Empire abandonne son héritage romain. Le latin n'est plus la langue de l'Empire, mais seulement le grec. On peut à partir de cette date plutôt parler d'Empire byzantin que d'Empire romain d'Orient, même si dans les faits le terme Empire byzantin n'a jamais vraiment été utilisé. Empire byzantin. Au début du 7e siècle, l'Empire byzantin arrive à repousser les Perses et à retrouver sa frontière d'autrefois. Bon, légèrement au nord, les Perses à l'est, je vais tout faire pour maintenir mon empire autour de la Méditerranée. Bonjour. Bonjour, vous êtes qui? On est le califat islamique. En 636, les Arabes musulmans arrivent dans le nord de l'Arabie, où se trouve le royaume Ghanaside, un royaume arabe chrétien. Il annexe suite à la bataille de Yarkoum. Après avoir annexé quelques petits autres territoires précédemment, l'année suivante, en 637, les Arabes musulmans prennent Jérusalem. Oh non, pas Jérusalem, c'est une ville sainte et tout, parce que maintenant je suis chrétien donc c'est important pour moi. Les Arabes continuent leur expansion en reprenant les territoires byzantins. Ils arrivent en Égypte en 640, puis en 647 ils attaquent Carthage. L'Afrique du Nord va résister plus longtemps en faveur des Byzantins, puisqu'il faudra attendre le début du 8e siècle pour que les Arabes prennent le territoire. Bon ben voilà, j'ai tout perdu encore une fois. Vraiment vous êtes nuls. Moi je voulais juste reformer l'Empire romain. L'Empire byzantin, centré sur Constantinople, arrive tout de même à garder certains territoires en Italie. Mais à la fin du 8e siècle, elle ne possède que l'extrémité sud de l'Italie, avec la Sardaigne et la Sicile. Même en Anatolie, c'est compliqué. Il y a une invasion de l'Asie mineure en 782, puis en 806, si on fait un petit récapitulatif de Byzance, on peut voir que les territoires en Grande Grèce, c'est-à-dire l'Italie hellénique, correspondent à là où se trouvaient les principales cités antiques. Chypre et la Crète sont elles aussi grecques, mais ça va être le début des pertes insulaires. Dans les années 820, des Arabes musulmans prennent la Crète pour y fonder un émirat. La Sardaigne est elle aussi perdue peu après. En même temps, la Grèce doit faire la guerre à l'Empire bulgare au nord, qui empiétera petit à petit. La Sicile est prise par des arabo-musulmans dans la seconde moitié du 9e siècle. Mais concentrons-nous sur la frontière entre Byzance et la Bulgarie. Au début du Xe siècle, les Bulgares ont annexé de nombreux territoires en Grèce européenne, suite à la guerre byzantino-bulgare de 913-927. En fait, l'Empire byzantin avait par le passé fait une guerre commerciale contre la Bulgarie, qui s'était conclue par la bataille de Bulgaro-Figon, où la Bulgarie gagne. Je crois que j'ai espoir de faire tomber Constantinople tôt ou tard. L'Empire byzantin ayant tenté de se rebeller avait subi une seconde guerre terminée en 927, guerre qui permit à la Bulgarie d'annexer de nombreux territoires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant le 7e siècle, les Balkans étaient un territoire assez facile à contrôler pour l'Empire byzantin. C'est la suprématie des Slaves, toujours plus puissants, qui vont devenir un vrai calvaire pour les frontières nord de Byzance, le Bulgare étant le peuple slave ayant réussi sa percée dans les Balkans. Il faut que j'arrive à récupérer les Balkans. Heureusement, les Slaves se font aussi des guerres entre eux. C'est le cas de la Bulgarie contre la Russie dans les années 970. Ainsi, après avoir récupéré à nouveau la Crète, Byzance se décide à attaquer. Ah oui, c'est vrai. Bon, je vais en profiter pour attaquer alors. Byzance attaque la Bulgarie en 970. C'est le début d'une guerre de presque 50 ans qui se termine par la bataille de la passe de Cleidion, en 1014. Byzance gagne et récupère les Balkans. En fait, elle récupère pas juste les Balkans, elle annexe complètement la Bulgarie qui disparaît. Il y aura quelques petits soulèvements bulgares, mais sans succès. L'Italie du Sud reste grecque, elle forme ce qu'on appelle le Catépanat d'Italie, mais elle sera annexée au cours du XIe siècle par les Normands. Oh mince, j'aimais bien garder un œil sur la Grande Grèce.
Mais regardons à l'est, un nouvel ennemi apparaît, l'Empire Seldjoukide. Coucou, c'est moi, tu me reconnais pas? Je suis la Perse. Encore toi? La Perse? Oui, mais je suis devenu un pays musulman maintenant. Et la dynastie qui est au pouvoir est turque. Ah ben ça en fait des changements, on se refait une guerre pour fêter ça? En 1071 a lieu la célèbre bataille de Manzikert. Les Seldjoukides gagnent et prennent l'Anatolie. Oh non! Bon, après c'est de bonnes guerres. Après ta défaite durant les guerres médiques, je comprends que tu veux revenir. Ils fondent un sultanat presque indépendant, le sultanat de Roum. En 1095, Byzance arrive à faire pression autour du pape de sa situation. J'en peux plus. Il y a des musulmans qui n'arrêtent pas de m'attaquer. Ils m'ont même pris Jérusalem, une ville sainte pour nous les chrétiens. Il faut faire quelque chose. C'est ainsi qu'est lancée la première croisade. De nombreux États chrétiens s'unissent pour partir en aide à Byzance et récupérer Jérusalem. Les croisés gagnent et fondent les États latins d'Orient, États qui sont repris par les musulmans dans les années 1140. Du coup, les Européens lanceront la deuxième croisade, qui est un échec. Ah mince. Surtout que moi je voulais récupérer Jérusalem, pas qu'on en fasse un État latin. Nous sommes ainsi en 1185, et tout semble bien calme pour l'Empire byzantin. C'est vrai que je ne suis pas l'Empire romain d'avant, mais je garde tout de même un contrôle sur les territoires où vivaient les Grecs de l'Antiquité. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et puis pouf, la Bulgarie devient un État indépendant. Oh non, pas la Bulgarie, j'avais déjà assez de problèmes comme ça. La troisième croisade est lancée en 1189. C'est celle qui lutte contre Saladin. À cette époque, Byzance commence de plus en plus à être critique envers les chrétiens d'Occident. Et en 1202, une quatrième croisade est lancée. Elle arrive à Constantinople. Super, vous allez faire quoi encore? Récupérer Jérusalem pour la quatrième fois? Et les croisés décident de s'en prendre à Byzance. Non mais oh, vous êtes des croisés, vous devez aller attaquer les musulmans, pas moi qui suis chrétien. En 1204, les croisés annexent Constantinople et fondent un nouvel État, l'Empire latin de Constantinople. Du côté européen, des petits royaumes grecs voient le jour. Le royaume de Thessalonique par exemple, ou encore le duché d'Athènes. Tous ces petits États sont sous l'influence du pape, avec qui l'Empire byzantin voulait rompre. L'Empire de Nicée est créé la même année, c'est un morceau de l'Empire byzantin qui a réussi à échapper au contrôle des croisés. Bon, Byzance a perdu, je suis le seul État grec réellement indépendant. Les croisés vont tenter d'annexer l'Égypte, mais sans succès. Il y aura d'autres croisades durant le XIIIe siècle, c'est surtout des successions d'échecs. En 1291, tombe ce qui reste des États latins d'Orient au Levant. En 1261, l'Empire de Nicée arrive à reprendre Constantinople et redevient l'Empire byzantin. Bon, c'est un empire byzantin bien morcelé. Je sens que je vais mal finir, je sais pas pourquoi. Les croisades ont surtout affaibli les chrétiens sur place. C'est quand même pas possible. J'étais un grand empire qui protégeait l'Europe de l'invasion musulmane, et les croisés décident de m'attaquer plutôt que de s'en prendre directement à nos ennemis communs. Le sultanat de Roum s'est morcelé lui aussi avec le temps, laissant place à plein de petits bellicats, dont le plus célèbre est celui de la dynastie de Othman, le bellicat ottoman. Ce dernier commence ses guerres contre les autres petits bellicats et aussi contre les territoires encore grecs. Au XIVe siècle, il y a aussi les guerres byzantino-serbes qui s'ajoutent. Byzance perd tout, puis les Ottomans s'agrandissent, traversent la mer et encerclent Constantinople, qui reste pratiquement la dernière ville des Grecs. Ouh là, je crois que je suis un peu fichu, je suis un empire composé d'une seule cité-État. En 1349, un morceau de Byzance est resté isolé. C'est le despotat de Morée. Le despotat d'Épire a réussi à survivre tout en restant en État grec. Quant à Constantinople, vous connaissez l'histoire. Elle est annexée par les Turcs le 29 mai 1453. C'est la fin de l'Empire byzantin, et cette date, très symbolique, marque la fin du Moyen-Âge. Bon, après il reste le despotat d'Épire, qui survit jusqu'en 1479. Youpi, je suis le dernier État grec vivant, youpi! Et après il est annexé par les Ottomans. Époque ottomane. La période ottomane commence avant la chute de Constantinople, car avant cet événement, il y avait déjà des territoires grecs sous contrôle turc. Après la chute de l'Épire, on ne peut pas encore dire que tous les territoires grecs sont sous contrôle ottoman, puisque Chypre est sous contrôle vénitien à partir de 1489, elle était un royaume latin avant. La Crète est vénitienne depuis bien plus longtemps. Et oui, je détiens des territoires grecs, moi aussi. L'Empire ottoman n'est pas le seul. Il reste aussi des minorités grecques dans d'anciens territoires grecs, par exemple en Égypte, où on y trouve une des plus grandes communautés. Par contre, en Italie du Sud, on ne parle pratiquement plus le grec. Dans tous les cas, Chypre en 1571 et la Crète en 1669 deviennent ottomanes, piquées à Venise. Oh non, j'étais fier d'avoir ces vestiges du monde hellénique. Et oui, moi je prends tout. Je vais survoler cette période pour aller directement au moment où la Grèce redevient un État indépendant. Grèce moderne. En 1815, les guerres napoléoniennes sont terminées. Un nouveau vent souffle sur l'Europe, c'est le nationalisme. Les peuples commencent à prendre conscience de l'ethnie à laquelle ils appartiennent. Et certains veulent un pays à leur image, notamment les Grecs, qui vivent dans l'Empire ottoman. Oh oui, on voudrait bien un pays pour nous. En 1769, il y avait déjà eu des révoltes grecques contre les Ottomans. C'est la révolution d'Orlov. C'est les Russes qui cherchaient à inciter les Grecs à se révolter. Allez les Grecs, il faut se révolter, les Turcs sont nos ennemis. La Russie avait déjà à l'époque un grand projet, celui qu'on appelle le projet grec. On va recréer l'Empire byzantin. Sauf qu'il redeviendra un de mes États satellites. La Russie, qui déteste la Turquie, a tout intérêt à soutenir les communautés grecques, surtout que Russes et Grecs partagent la même religion, le christianisme orthodoxe. En 1797,
Pendant les conquêtes françaises de la Révolution, des îles grecques sont annexées et deviennent les départements français de Grèce, pour ensuite devenir la République des 7 îles à partir de 1800. République sous protection russo-turque, et à partir de 1814, les Britanniques annexent les îles. La même année, la Philiki Eteria est créée à Odessa. C'est une société secrète dont l'objectif est de véhiculer les idées révolutionnaires en Grèce ottomane. Ali Pacha de Janina, qui gouverne l'Épire, pour le compte de l'Empire ottoman, va notamment participer à des actions avec l'aide de la société secrète. Dans tous les cas, une révolution est en préparation. Fin 1820, une réunion de la Philiki Eteria propose de lancer des révoltes dans les principautés du Danube en même temps que la Grèce. Les révoltes seront lancées en février 1821. Après quelques défaites, les Grecs gagnent leur première bataille en mai 1821. S'entame ainsi le siège de Tripolitza, dont la ville est définitivement prise par les Grecs dans le Péloponnèse en septembre. Avec ce petit territoire, dès 1822, une Grèce indépendante se proclame comme république. Coucou, je suis la Grèce et je vais combattre pour mon indépendance. La petite Grèce continue ses combats pour obtenir son indépendance. Mais la Turquie perpètre de plus en plus de massacres, ce qui tente la Russie à intervenir. Ah, j'aimerais intervenir là. Retenez-moi. Non, Russie, tu vas encore tout chambouler dans le Proche-Orient. Finalement, en 1827, Russie et Royaume-Uni décident de faire le traité de Londres pour intervenir en Grèce. La France s'y ajoute, les trois puissances européennes interviennent lors de la bataille de Navarin, le 20 octobre 1827, et gagnent contre la Turquie. La Russie déclare aussi directement la guerre à la Turquie et en profite pour récupérer quelques territoires. Oui, bah, autant en profiter, tu comprends ? Suite à la bataille de Navarin et l'intervention russe, les trois puissances demandent à la Turquie de reconnaître la Grèce. Et d'ailleurs, Russie, tu arrêtes de t'en prendre à la Turquie, hein, on est là juste pour la Grèce. Youpi, je suis la Grèce et je suis un pays indépendant. En 1832, un royaume est créé en remplacement de la République. Athènes devient la capitale pour l'occasion. Je suis un royaume maintenant, youpi. La République des îles Ioniennes est donnée à la Grèce en 1864, qui reste un tout petit pays par rapport au grand territoire de l'Empire byzantin. On commence à parler de la grande idée. C'est le fait de vouloir retrouver une Grèce avec Constantinople comme capitale. La notion d'énosis apparaît pour désigner l'union des territoires grecs qui ne sont pas encore dans l'union nationale. J'espère que je vais réussir tout ça, notamment prendre Constantinople. Vous pensez que je vais réussir ? En 1878, suite à la défaite turque face à la Russie dans une énième guerre entre les deux puissances, le Royaume-Uni propose de faire un congrès pour éviter l'hégémonie russe dans la région. C'est l'Allemagne qui organise et la Grèce en profite pour récupérer des territoires. Le Royaume-Uni en profite aussi pour récupérer Chypre. Enfin, dans les années 1910, ont lieu les guerres balkaniques. Durant la première en 1912, la Grèce lutte contre la Turquie dans une grande alliance. Elle réussit à récupérer de nombreux territoires en 1913. Au nord avec la Macédoine et l'Épire, mais aussi au sud avec la Crète. Oh chouette, vivement une prochaine guerre pour que j'annexe Constantinople. L'Italie, quant à elle, qui avait réussi à annexer la Libye en 1911, Libye qui était turque, elle en profite pour gratter quelques îles qui deviennent le Dodécanèse italien. Ah, ça fait du bien d'avoir récupéré quelques îles grecques. J'ai l'impression de revivre le bon vieux temps de la Rome antique. Ensuite s'entame la Première Guerre mondiale, où la Grèce est du côté opposé à la Turquie et la Bulgarie. La Grèce récupère la Macédoine orientale, la Thrace et une partie de la côte ionienne. Mais la Turquie, qui sera occupée par la puissance européenne, mènera à son tour des révoltes pour l'indépendance. C'est la guerre gréco-turque de 1919. Elle se conclut par le traité de Lausanne en 1923, avec la victoire turque. Oh non, j'ai pas réussi à prendre Constantinople, c'est nul. L'objectif du traité, c'est que les populations aient le droit à leur pays. Les Turcs en Turquie et les Grecs en Grèce. Évidemment, il y avait encore plein de Grecs vivant en Anatolie. Cet échange de population est appelé la Grande Catastrophe. Des milliers de Grecs meurent lors du déplacement. Certains venaient de l'autre bout de l'Anatolie. Même si les Grecs n'étaient plus majoritaires dans les régions turques, il ne faut pas oublier que beaucoup de Turcs étaient tout simplement des descendants de Grecs turquisés. Les Grecs vivaient surtout le long des côtes, dans les villes. Ils étaient 1,5 million au moment de la Grande Catastrophe. On parle aussi de génocide grec pontique pour désigner les événements à l'encontre des Grecs de la partie orientale d'Anatolie. Alors c'est pas vraiment un génocide, hein. Pour la Turquie, c'est pas un génocide, et encore aujourd'hui, ça n'a jamais été tranché pour savoir si c'est un génocide ou pas. Bref, la Grèce subit un sérieux revers avec cette défaite contre la Turquie, ce qui entraîne un coup d'État, puis la proclamation de la République qui redeviendra un royaume en 1935. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Grèce est attaquée par l'Italie qui avait annexé l'Albanie. La Grèce en sort bien, mais cela incite l'Allemagne à intervenir à son tour en 1941. Non mais Italie, tu n'arrives même pas à faire la guerre à la Grèce, c'est un cadeau que je t'offre à toi qui adore l'Antiquité et tout. Ouais, mais c'est dur de faire la guerre en fait. La Grèce est libérée en 1944 par les Allemands, sa communauté juive disparaît lors de la Shoah. Les Allemands qui savent qu'ils ne peuvent plus tenir le pays sous contrôle, négocient un retrait. Bon bah du coup on va partir, on vous laisse, voilà, bisous, à une prochaine. Plus tard les Britanniques interviennent pour remettre le gouvernement royal en place, mais les résistants ayant créé leur propre armée, une guerre civile éclate. Oh non, on veut pas faire un royaume, on veut le communisme au pouvoir, youpi! La guerre civile grecque est un affrontement entre le royaume de Grèce et la branche armée communiste. En 1949, le royaume gagne, la Grèce deviendra un État indépendant et allié des Américains. En 1947, les îles du Dodécanèse italien sont rattachées à la Grèce. À partir de cette date, la Grèce ne va plus changer de frontière. Mais il existe encore d'autres questions grecques. Tout d'abord, il y a la communauté grecque d'Égypte,
qui existe depuis très longtemps, surtout à Alexandrie. Suite à la révolution égyptienne de 1952, la plupart des Grecs décident de quitter le pays. Ils n'iront pas forcément en Grèce, beaucoup iront migrer à l'étranger comme aux États-Unis ou en Australie. Enfin en 1960, la République de Chypre est promulguée. Elle devient indépendante du Royaume-Uni. C'est un état binational puisqu'on y trouve à la fois des Grecs et à la fois des Turcs. Oui, je tiens vraiment à ce que Chypre soit un pays indépendant de la Grèce et uni. La Grèce étant instable avec les soulèvements communistes et son désir de récupérer Chypre devenant toujours plus grand, un coup d'État a lieu en 1967 et une dictature militaire est instaurée. C'est la dictature des colonels. La Grèce devient un État nationaliste anticommuniste. En 1974, un autre coup d'État a lieu, à Chypre cette fois-ci, dans le cadre de l'Enosis, soit l'union de Chypre à la Grèce. Oula, c'est quoi ce coup d'État à Chypre? Ah mais c'est les Grecs des colonels qui veulent annexer Chypre. La Turquie, apeurée de la situation, décide d'envahir la partie turque de l'île et d'y créer un État fantoche. La Grèce n'arrive à rien faire du tout et la dictature des colonels tombe. La République est instaurée et le pays s'ouvre à la démocratie dès 1974. Pour Chypre, la partie nord de l'île devient un État indépendant en 1983, non reconnu par l'ONU, ni par personne sauf la Turquie. Aujourd'hui, il existe donc deux États grecs, la République hellénique et la République de Chypre. Ces deux États à la culture commune sont très amis.